Le 30 janvier 2026, le gouvernement des États-Unis a rendu public 3 millions de pages concernant un individu impliqué dans une affaire de crime à grande échelle contre des mineurs. 2000 enregistrements vidéo, 180 000 photos et près de la moitié des noms dans ces documents sont masqués en noir. Ce ne sont pas les noms des victimes, ce sont les noms de ceux qui étaient à ses côtés. Ceux qui venaient sur son île, volaient dans son avion et dînaient à sa table. Je m'appelle Monsieur Dark Web. Et aujourd'hui, je vais vous montrer ce qui se cache derrière les rectangles noirs dans les fichiers d'Epstein et pourquoi ceux qui les ont masqués craignent davantage la simple combinaison copier-coller que n'importe quel tribunal. Je m'intéresse depuis longtemps à des sujets que la plupart des gens préfèrent ignorer. Le darknet, les escroqueries numériques, les stratagèmes frauduleux. Tout cela fait partie de mon travail. Mais lorsque j'ai ouvert pour la première fois les archives d'Epstein, j'ai compris qu'il s'agissait d'un tout autre niveau. Ce n'est pas l'histoire d'un seul criminel, c'est l'histoire d'un système. Un système qui, pendant 2 décennies, a protégé ceux qui auraient dû être derrière les barreaux. Un système qui, même après la mort de son principal protagoniste, a continué à cacher des noms. Et un système qui, au final, a été trahi par une ignorance technique élémentaire. Pour vous donner une idée de l'ampleur du travail, 3,5 millions de pages, c'est une pile de papier aussi haute que 2 tours Eiffel. C'est ainsi que le procureur général adjoint Todd Blanche a décrit ce volume lors d'une conférence de presse le 30 janvier. 6 millions de pages ont été identifiées comme potentiellement liées à l'affaire. Le ministère de la Justice a décidé de ne pas publier la moitié d'entre elles. Les raisons ? Des documents contenant des preuves de crime, des documents internes à l'enquête, le secret professionnel et ce qu'ils appellent les privilèges du processus délibératif. Chacune de ces formulations peut cacher n'importe quoi. Des données vraiment sensibles au nom que quelqu'un ne veut vraiment pas voir rendu public. Mais avant de nous plonger dans les fichiers eux-mêmes, il faut comprendre le contexte. Jeffrey Epstein est un financier condamné pour des crimes contre des mineurs. Un homme dont le carnet d'adresses ressemblait à la liste des invités d'une réception à la Maison-Blanche. Un homme qui possédait une île privée dans les Caraïbes, un manoir à Manhattan et un avion privé que la presse a surnommé d'un nom que je ne répéterai pas ici. Ses relations s'étendaient de Wall Street au palais de Buckingham, de la Silicon Valley aux cercles universitaires de Harvard, et quand, en 2019, il a été arrêté pour trafic d'êtres humains, le monde entier a retenu son souffle. Car tout le monde comprenait que si Epstein parlait, des personnalités d'un tel calibre seraient mises en cause que personne n'en viendrait à bout. Il n'a pas parlé. Le 10 août 2019, il a été retrouvé mort dans sa cellule de la prison fédérale de Manhattan. La version officielle est celle d'un suicide. Mais nous reviendrons sur ce sujet plus en détail. En attendant, retenez un chiffre, 6 millions de pages. C'est le nombre de documents que le gouvernement a rassemblés en 2 décennies d'enquête. Et lorsque le Congrès a finalement adopté une loi, les obligeant à les publier, le ministère de la Justice a décidé de n'en publier que la moitié. Une question me taraude. Que contiennent les 3 autres millions ? Et surtout, qui exactement ne veut pas que nous le sachions ? Car derrière chaque ligne caviardée ne se cache pas un vague secret d'État. Derrière chaque ligne caviardée se cachent des personnes bien réelles. Certaines sont des victimes dont la vie a été détruite. D'autres sont celles qui ont détruit ces vies. Et les dossiers d'Epstein sont peut-être la seule chance de séparer les premiers des seconds. Si bien sûr, on nous permet de le faire. Mais lorsque les fichiers ont commencé à apparaître sur le site web du ministère de la Justice, 16 d'entre eux ont disparu au cours des premières 24 heures, sans aucune explication. Pour comprendre pourquoi ces 3 millions de pages ont été rendues publiques, il faut remonter dans le temps, car la publication des fichiers d'Epstein n'est pas motivée par un noble élan de transparence. Elle est le résultat d'une guerre politique qui a duré plusieurs mois, au cours de laquelle les 2 camps, républicains et démocrates, ont tour à tour exigé la vérité et tenté de la dissimuler. Tout a commencé pendant la campagne électorale de 2024. Donald Trump et ses alliés ont promis à plusieurs reprises que s'ils revenaient à la Maison-Blanche, les dossiers d'Epstein seraient rendus publics. Lors de la convention, Jay Vance a déclaré que l'administration Biden cachait la liste des clients d'Epstein. Donald Trump Jr. a accusé le gouvernement actuel de protéger les criminels. Kash Patel, l'un des plus proches conseillers de Trump, a affirmé que le FBI cachait délibérément des documents. C'était une rhétorique puissante, et elle a fonctionné.
Lorsque Trump est revenu à la Maison-Blanche, la nouvelle procureure générale Pam Bondi a déclaré en février 2025 sur Fox News que les dossiers d'Epstein, je cite, se trouvaient sur son bureau et qu'elle les examinait personnellement. Cela ressemblait à une promesse. Le public attendait des révélations. Le FBI a entamé une révision à grande échelle portant sur environ 100 000 documents. Et puis, quelque chose d'inattendu s'est produit. Le 7 juillet 2025, le ministère de la Justice et le FBI ont publié un mémorandum commun. Celui-ci indiquait qu'il n'y avait aucune liste de clients dans les dossiers d'Epstein. Il n'y avait aucune preuve de chantage. Il n'y avait aucune raison de porter de nouvelles accusations. Et sa mort était un suicide confirmé. Point final. La réaction a été, pour le moins, violente. Et ce, des deux côtés. Les commentateurs conservateurs ont qualifié cela de trahison. L'un d'entre eux, qui occupait à l'époque le poste de directeur adjoint du FBI, aurait eu une vive confrontation avec Bondi au sujet de son approche des dossiers. Il a ensuite été rétrogradé, puis a annoncé son départ quelques mois plus tard. Les démocrates, quant à eux, ont accusé l'administration de dissimuler des informations qui auraient pu être gênantes pour le président lui-même. C'est là qu'est intervenu le député Thomas Massie. Le 2 septembre 2025, dès le premier jour après les vacances d'été de la Chambre des représentants, il a lancé la procédure dite de pétition pour un vote obligatoire, un mécanisme qui permet de contraindre le Congrès à voter un projet de loi, même si la direction ne le souhaite pas. Le projet de loi s'intitulait simplement « Loi sur la transparence des dossiers d'Epstein ». Puis, les pressions ont commencé. Selon certaines sources, l'administration Trump a lancé une campagne contre la pétition. Un fonctionnaire anonyme a qualifié la signature de la pétition d'acte extrêmement hostile envers l'administration. Mais cela n'a pas aidé. Les membres du Congrès des deux partis ont signé les uns après les autres. Parmi les signataires figuraient même les plus fervents partisans de Trump. L'une d'entre eux a écrit sur les réseaux sociaux que le réseau d'Epstein, lié à l'exploitation et à la traite des êtres humains, devait être dévoilé à tout prix. Elle a ajouté une phrase qui a donné des frissons dans le dos. « Si quelque chose m'arrive, je vous demande de découvrir qui a tenté d'empêcher la publication de ces informations. » Le 18 novembre 2025, la Chambre des représentants a voté par 427 voix pour et une voix contre. Le lendemain, le Sénat a approuvé la loi à l'unanimité. Trump l'a signée le soir même, sans caméra, sans journaliste. La loi obligeait le procureur général à publier tous les dossiers dans un délai de 30 jours. La date limite était fixée au 19 décembre. Le 19 décembre, le ministère de la Justice a effectivement publié une première série de documents. Mais ce qui est apparu sur le site a provoqué un choc. Sur des milliers de pages, plus de 500 ont été entièrement noircies, de la première à la dernière ligne. 255 pages consécutives étaient constituées de rectangles noirs continus. Le procès-verbal de 119 pages du grand jury a été entièrement noirci. Il ne s'agissait pas d'une publication, selon les critiques, il s'agissait d'une parodie de justice. Au cours des premières 24 heures, 16 fichiers ont disparu du site sans explication. Parmi eux, selon la presse, figurait une photo représentant le président actuel. Elle a ensuite été rétablie, mais le mal était fait. Les critiques ont été bipartites et impitoyables. Un membre du Congrès, l'un des auteurs de la loi, a déclaré que le ministère de la Justice avait publié moins de 1% du volume total des dossiers. Le groupe d'avocats représentant les victimes a qualifié la publication, je cite, « d'anormale et extrême, sans aucune explication ». Et puis, sous la pression de toutes parts, le 30 janvier 2026, le DOJ a publié l'essentiel de ces données. 3 millions de pages, 2000 enregistrements vidéo, 180 000 images, 500 juristes ont travaillé à la préparation de cette masse d'informations. 500 avocats, des milliers d'heures de travail. Tout cela pour une seule raison, décider quels noms seront connus du monde entier et lesquels ne le seront pas. Mais ils n'ont pas pris en compte un élément. Internet est capable de lire ce qui est masqué. Et pour cela, nul besoin d'un hacker ou d'un service spécial. Il suffit d'une personne qui clique simplement sur « Copier » et « Coller ». Lorsque vous ouvrez les fichiers Epstein sur le site web du ministère de la Justice, la première chose qui saute aux yeux n'est pas le texte. Ce sont des rectangles noirs. Ils sont partout, des paragraphes entiers, masqués d'un bout à l'autre, des noms rayés de la correspondance, des visages recouverts de carrés sur les photos, des pages sur lesquelles il ne reste plus un seul mot lisible.
Et si vous regardez cela assez longtemps, vous commencez à avoir l'impression que les fichiers eux-mêmes ne sont pas des documents. C'est une carte de ce qu'on vous cache. Voyons voir ce qui a été masqué et selon quelle logique. Car la logique ici, pour le moins, soulève des questions. La loi sur la transparence des dossiers. Epstein autorise le ministère de la Justice à modifier les documents uniquement dans quelques cas. Les données personnelles des victimes, les documents contenant des preuves de crimes contre des mineurs et les informations susceptibles de compromettre une enquête en cours. Le procureur général adjoint Blanche a déclaré clairement lors d'une conférence de presse: sur les images et les vidéos, les visages de toutes les femmes, à l'exception de Ghislaine Maxwell, ont été floutés. Les visages des hommes n'ont pas été modifiés, à moins, bien sûr, qu'il ait été impossible de flouter le visage d'une femme sans toucher celui d'un homme à côté. Cela semble logique, jusqu'à ce que vous commenciez à lire les documents eux-mêmes. Les dossiers contiennent un document interne du FBI, rédigé en août 2019, 5 jours après la mort d'Epstein. Il répertorie 9 personnes de son entourage proche. 8 d'entre elles sont désignées comme complices. Et pour 7 d'entre eux, les noms et les visages sont masqués. Les seuls que l'on peut identifier sont Ghislaine Maxwell et Jean-Luc Brunel, un agent de mannequin français qui a lui-même été retrouvé mort dans une cellule d'une prison parisienne dans des circonstances qui, disons-le, ont également soulevé de nombreuses questions. Il existe également un organigramme, le schéma du cercle interne d'Epstein, préparé par le FBI. On y voit Maxwell, l'assistante personnelle de Leslie Groff, la comptable. Mais plusieurs autres personnages sont complètement masqués. Qui sont-ils ? Pourquoi leurs visages sont-ils cachés si, selon le ministère de la Justice, seules les victimes sont masquées? Et c'est là que nous arrivons au principal paradoxe de ces fichiers. Un paradoxe qui, pour être honnête, met mal à l'aise. Le ministère de la Justice a déclaré que tous les noms entièrement masqués étaient ceux des victimes. Mais l'un des représentants du DOJ a ajouté une phrase qui change tout. Il a dit, et je cite textuellement: « Dans de nombreux cas, ceux qui étaient initialement des victimes sont ensuite devenus des participants et des complices. » Autrement dit, selon la logique du ministère de la Justice, si une personne a commencé comme victime, puis a été entraînée dans le système de recrutement, son nom est masqué comme celui d'une victime, même si elle a aidé à trouver de nouvelles victimes, même si les documents décrivent comment elle s'y est prise. L'un des documents les plus attendus dans ce dumping est le projet d'acte d'accusation préparé par les procureurs fédéraux de Floride au milieu des années 2000, 56 pages. Il prévoyait de porter des accusations contre Epstein et 3 de ses assistants personnels. Ils étaient accusés d'avoir conspiré dans le but d'inciter des mineurs à participer à des activités à caractère sexuel. Les noms des 3 assistants ont été caviardés. Cet acte d'accusation n'a finalement jamais été déposé. À la place, le procureur Alexander Acosta a signé un accord qui a permis à Epstein d'échapper à des poursuites fédérales. Dans la correspondance publiée dans le cadre du dumping, il y a des lettres qui font froid dans le dos. L'une d'elles, datée de 2013, a été envoyée à Epstein par quelqu'un d'une agence de mannequins parisienne. Elle parle d'une nouvelle brésilienne âgée de 19 ans. Le nom de l'expéditeur a été effacé. Une autre lettre datée de 2018 et adressée à Epstein contient une phrase que je vais citer en restant fidèle à l'original. « J'ai trouvé au moins 3 très belles jeunes filles pauvres. » Et plus loin, fait connaissance avec celle-ci. Ce n'est pas celle du concours de beauté, mais elle nous a plu à tous les deux. Le nom de l'auteur est un rectangle noir. Mais il y a un revers à la médaille. Les avocats représentant des centaines de victimes ont immédiatement constaté que le ministère de la Justice n'avait pas réussi à protéger ce qu'il était tenu de protéger. Les noms et les données personnelles d'au moins 31 victimes ont été rendus publics, sans aucune censure. Des femmes qui n'étaient jamais apparues en public, dont les noms n'avaient jamais été cités dans la presse, ont soudainement été identifiées. Leurs familles ont appris des détails qui n'auraient jamais dû être rendus publics. Leurs enfants pouvaient trouver ces documents sur Internet. Le frère de Virginia Giuffre, l'une des accusatrices les plus connues d'Epstein, qui s'est suicidé en 2025, a déclaré dans une interview que le ministère de la Justice dissimulait les noms des auteurs des crimes et révélait ceux des victimes. Selon lui, cela va à l'encontre de l'objectif initial de la loi sur la transparence. Le procureur général adjoint a reconnu par la suite que des erreurs avaient été commises.
Son ministère travaille sans relâche pour corriger les cas de divulgation involontaire d'informations sur les victimes. Mais pour ceux dont les noms ont déjà été diffusés sur les écrans de millions de personnes à travers le monde, ces paroles sont arrivées trop tard. Conclusion, les noms des complices sont cachés derrière des rectangles noirs. Les noms des victimes sont visibles. Le système, qui était censé garantir la justice, a une fois de plus protégé les mauvaises personnes. Mais ce qui est masqué à l'écran n'est pas toujours masqué dans le code du fichier. C'est ce qu'a découvert une personne qui a simplement cliqué sur « Copier ». Quelques heures après la première publication des fichiers d'Epstein en décembre 2025, un internaute a publié un message sur les réseaux sociaux qui commençait par ces mots « Vous n'allez pas croire comment j'ai supprimé ces modifications ». Sa méthode ne nécessitait aucune compétence en piratage informatique. Il ne nécessitait pas de logiciel spécial. Il ne nécessitait même pas de connaissances de base en matière de sécurité de l'information. Il a simplement sélectionné le texte masqué dans le fichier PDF, l'a copié et collé dans un document texte ordinaire et les rectangles noirs ont disparu. Mais le texte en dessous est resté. Cela ressemble à une blague, mais ce n'est pas une blague. C'est la réalité de la façon dont le plus grand système d'application de la loi au monde a préparé la publication des documents les plus sensibles de ces dernières décennies. Pour comprendre ce qui s'est passé, il faut savoir une chose sur la structure des fichiers PDF. Ce n'est pas simplement une image à l'écran. Un PDF est un document multicouche. Il comporte une couche visible, c'est-à-dire ce que vous voyez. Et il comporte une structure interne, du texte, des métadonnées, des pièces jointes. Lorsque vous souhaitez vraiment masquer quelque chose dans un PDF, vous ne devez pas simplement superposer un rectangle noir sur le texte. Vous devez supprimer le texte lui-même de la structure interne du fichier. Sinon, il reste là, invisible à l'œil nu, mais parfaitement accessible à toute personne qui sait comment fonctionne le presse-papier. C'est exactement ce qui s'est passé avec une partie des fichiers d'Epstein. Des rectangles noirs ont été superposés au texte, mais le texte lui-même n'a pas été supprimé du fichier. Il suffisait de sélectionner la zone « Masquer », de cliquer sur « Copier », d'ouvrir le bloc-notes et de cliquer sur « Coller ». Et voilà. Un secret d'État valant des millions de dollars et des milliers d'heures de travail de 500 avocats a été révélé grâce à une combinaison de 2 touches. Mais ce n'était que la première méthode. Une deuxième a été trouvée. Certains documents ont été numérisés à partir de supports papier, c'est-à-dire que la modification consistait en des bandes noires appliquées directement sur l'image. Il semblait alors impossible de faire quoi que ce soit. Mais les utilisateurs ont découvert que si l'on prenait une capture d'écran d'une telle page et qu'on l'ouvrait dans un éditeur de photos classique sur un téléphone, en augmentant la luminosité et en réduisant le contraste, le texte sous les bandes noires commençait à apparaître. Comme si quelqu'un avait masqué le document non pas avec de l'encre noire, mais avec un crayon gris. Et la troisième méthode est la plus inattendue. Un spécialiste en criminalistique informatique, fondateur d'une entreprise technologique, a découvert que le ministère américain de la Justice avait publié une partie des emails d'Epstein sous leur forme brute, c'est-à-dire avec le code source qui comprenait des pièces jointes encodées au format base 64. Il s'agit d'une méthode standard de transfert de fichiers par email. Les images, les documents, PDF et autres pièces jointes sont converties en longues chaînes de caractères qui sont transmises avec le texte de l'email. La personne qui a préparé les documents pour publication n'a apparemment pas compris que ces pages contenant des lignes de code apparemment dénuées de sens n'étaient pas des déchets. Il s'agit d'attaches cryptées qui peuvent être restaurées, et c'est précisément ce que les passionnés ont commencé à faire. Décrypter les attaches des courriels que le ministère de la Justice considérait probablement comme inoffensives. Comme l'a fait remarquer cet expert, le ministère américain de la Justice ne semble pas avoir affecté ses meilleurs éléments à cette tâche. Mais, et c'est important, la PDF Association, une organisation internationale qui s'occupe des normes du format PDF, a mené sa propre analyse et est arrivée à la conclusion que les fichiers de janvier avaient été modifiés correctement. Les blocs noirs dans le dump de janvier ont été appliqués directement sur les pixels des images et non sur la couche de texte. En d'autres termes, le DOJ a pris en compte les erreurs de décembre et les a corrigées en janvier. Le problème des modifications incomplètes concernait principalement le lot de décembre et une partie des documents qui avaient été initialement publiés dans le cadre d'autres affaires judiciaires et simplement inclus dans les archives générales. Il convient ici de mentionner un autre point essentiel. Tout ce que les passionnés ont révélé sur les réseaux sociaux
ne s'est pas avéré vrai. L'un des documents, largement diffusé comme une révélation tirée des dossiers d'Epstein, était en réalité une annexe à la plainte civile de Virginia Giuffre contre Maxwell et avait été déclassifié dès 2024. Il contenait le témoignage d'une femme qui affirmait qu'il existait des enregistrements compromettants impliquant des personnalités connues. Plus tard, cette même femme a déclaré avoir inventé son témoignage, mais sur les réseaux sociaux, cette nuance a bien sûr été perdue. Comme l'a écrit l'un des grands journaux, extraire des documents individuels d'un ensemble de millions de pages et tirer des conclusions à partir de ceux-ci est une entreprise risquée. Le contexte est ce qui manque cruellement dans ce dump. Les fichiers sont présentés sans ordre chronologique, sans regroupement thématique, sans explication. La même présentation du DOJ sur l'affaire Epstein apparaît 6 fois dans les archives, chaque fois avec un niveau de révision différent. Les mêmes correspondances sont dupliquées des dizaines de fois. Ce n'est pas une archive, c'est un labyrinthe. Mais même dans un labyrinthe, on peut trouver la sortie, si l'on sait où chercher. Et tandis que le monde entier fouillait dans les fichiers PDF et débattait de la véracité des données divulguées, une autre source existait en parallèle. Ni gouvernementale, ni judiciaire. 18 000 courriels provenant de la boîte mail personnelle de Jeffrey Epstein. Et ils ont révélé des informations sur son réseau qui ne figuraient dans aucun des fichiers divulgués par le gouvernement. Mais les fichiers ne parlaient pas seulement des vivants, ils parlaient aussi des morts. Plus précisément, d'une nuit particulière où tout ce qui pouvait mal tourner a mal tourné en même temps. Pendant que le ministère de la Justice passait des mois à décider quelles pages masquer et lesquelles publier, il existait en parallèle des archives complètement différentes, ni publiques ni judiciaires, mais privées. Et elles sont tombées entre les mains des journalistes bien avant que le Congrès n'adopte la loi sur la transparence. En septembre 2025, l'un des plus grands magazines économiques mondiaux a annoncé avoir eu accès à plus de 18 000 courriels provenant de la boîte mail personnelle de Jeffrey Epstein, un compte sur l'un des plus anciens services de messagerie électronique. Les courriels couvraient une période de 20 ans de 2002 à 2022. Mais la majeure partie de la correspondance date des années 2005 à 2008. C'est précisément à cette période qu'Epstein faisait l'objet d'une enquête en Floride, menait des négociations avec le ministère public et a finalement conclu un accord qui lui a permis d'échapper à une peine minimale. Avant de publier quoi que ce soit, une équipe de 7 journalistes a passé des semaines à vérifier les informations. Analyse cryptographique, vérification des métadonnées, comparaison avec des sources externes. 4 experts indépendants ont évalué la méthodologie et conclu qu'ils n'avaient trouvé aucun signe significatif de falsification. C'est important car à l'ère des deepfakes et des manipulations, on ne peut faire confiance qu'à ce qui a été vérifié à plusieurs reprises. Et ce que ces lettres ont révélé a bouleversé l'image habituelle. Commençons par Ghislaine Maxwell. Elle a déclaré à plusieurs reprises, tant devant le tribunal que lors des négociations avec le ministère de la Justice, qu'au milieu des années 2000, sa relation avec Epstein avait pratiquement pris fin, qu'elle n'était pas au courant de ses négociations avec le ministère public, qu'elle était en fait son ex-petite amie, devenue gestionnaire de ses biens immobiliers sans plus. Les lettres ont révélé tout autre chose, 650 lettres échangées entre eux. 203 messages, rien que pour le premier semestre 2008, les derniers mois avant qu'Epstein ne soit incarcéré. Elle lui donnait des conseils sur sa stratégie de défense. Elle discutait avec lui de l'article sous lequel il valait mieux plaider coupable. Ils planifiaient ensemble une procédure liée aux technologies de reproduction. Elle l'aidait à liquider ses affaires avant son incarcération. Et elle lui écrivait pour lui faire part de son désarroi face à sa situation. Ce n'est pas le comportement d'une ancienne connaissance. C'est le comportement d'une partenaire proche. Mais Maxwell n'est que la partie émergée de l'iceberg. Les lettres ont révélé tout un écosystème de personnes qui, d'une manière ou d'une autre, ont servi Epstein au moment le plus critique de sa vie. Parmi ses contacts, on trouve d'anciens conseillers de la Maison-Blanche, des avocats renommés, des scientifiques issus des meilleures universités. La correspondance montre comment les milieux universitaires de l'une des universités les plus prestigieuses au monde ont proposé à Epstein de financer des projets de recherche au nom qui semblent tout droit sortis d'un roman de science-fiction. Étude des bases neuronales du plaisir, laboratoire génétique, expérience à la croisée de la biologie et de la philosophie. En échange de quoi ? En échange de son argent et
peut-être de son silence sur la façon dont ces scientifiques passaient leur temps sur son île. Un réseau de spécialistes en relations publiques a également été découvert, qui préparait pour Epstein des brouillons d'excuses publiques dont aucune n'a finalement été prononcée. Une spécialiste en communication de crise originaire du Texas a rédigé pour lui 3 versions de discours de repentance. Elle a déclaré par la suite avoir rompu le contrat car elle se sentait mal à l'aise. Mais le simple fait que de telles personnes ayant existé dans son entourage, des personnes dont le travail consistait à l'aider à paraître repentant, en dit long. Une partie de la correspondance est consacrée aux cadeaux, près de 2000 articles. Une montre valant plusieurs dizaines de milliers de dollars pour l'ancien assistant d'un des ex-présidents. Une voiture à 71 000 $ pour un avocat. Des achats pour des mineurs qui sont ensuite devenus ses accusatrices. Les cadeaux ne sont pas un signe de générosité. C'est une monnaie d'échange. La monnaie de la loyauté, du silence, de la dépendance. Dans le dumping de janvier du DOJ, des correspondances avec des noms célèbres ont également fait surface. Un ancien conseiller de l'administration Obama a aidé Epstein à organiser une visite de la Maison-Blanche pour un réalisateur célèbre et son épouse. Un ancien membre de la famille royale britannique, surnommé l'homme invisible, dans la correspondance et qui signait d'une seule lettre, échangeait des lettres avec Maxwell via un compte chez l'un des fournisseurs d'accès Internet britanniques. Epstein a tenté de lui organiser un rendez-vous, lui proposant dans une lettre une amie avec laquelle il aurait plaisir à dîner. L'un des membres actuels du cabinet américain, dont le nom apparaît dans les documents, a déclaré n'avoir eu que des contacts limités avec Epstein en présence de sa femme. Mais la correspondance a montré qu'ils avaient prévu un dîner ensemble sur l'île privée d'Epstein dans les Caraïbes en 2012, et que ce dîner, selon toute vraisemblance, a bien eu lieu. Je tiens à souligner que le fait d'être mentionné dans la correspondance d'Epstein ne constitue pas une accusation. Ce n'est pas une preuve de crime, ce n'est pas une preuve à charge. Beaucoup de ces personnes ignoraient peut-être ce qui se passait derrière des portes closes, mais la structure même de ce réseau, son ampleur, sa ramification, le nombre de personnes influentes qui considéraient comme normal de rester en contact avec un homme condamné pour des crimes contre des mineurs, voilà ce qui est vraiment effrayant. Et derrière chacune de ces lettres, chacun de ces déjeuners sur l'île, chacun de ces cadeaux, se cachent des jeunes filles dont les noms ont été accidentellement rendus publics par le DOJ. Des jeunes filles pour qui tout cela n'était pas une simple correspondance, mais une vie qui leur a été volée. Mais ces lettres ne parlaient pas seulement des vivants, elles parlaient aussi des morts. Plus précisément, elles parlaient d'une nuit particulière en août 2019 où tout ce qui pouvait mal tourner a mal tourné en même temps. Et les dossiers que le monde a découverts en janvier 2026 ont révélé pour la première fois cette nuit dans des détails que personne ne connaissait auparavant. Le 10 août 2019, à 6h33 du matin, l'alarme s'est déclenchée dans le quartier de haute sécurité de la prison fédérale de Manhattan. Le gardien a transmis par radio « urgence médicale » et il a ajouté les mots qui sont désormais consignés dans les documents du FBI. Epstein s'est pendu. Lorsque l'officier supérieur est arrivé sur place, l'un des gardes était déjà en train de pratiquer les premiers secours. Epstein a été transporté à l'infirmerie. L'infirmière a continué les soins jusqu'à l'arrivée de l'ambulance. À 7h36, il a été transporté à l'hôpital. Il y a été déclaré mort. Il s'agit là de la chronologie officielle. Elle a été documentée, confirmée et vérifiée à plusieurs reprises. Mais les fichiers publiés en janvier 2026 ont ajouté à cette chronologie des détails qui transforment cette histoire tragique en une histoire presque impossible. Passons-les en revue, étape par étape, fait par fait, sans spéculation, uniquement ce qui est consigné dans les documents. Premier fait, les caméras. Dans la cellule spéciale où était détenu Epstein, des caméras vidéo étaient installées et transmettaient les images en temps réel sur les écrans de surveillance. Mais, comme l'indique le rapport de l'inspecteur général, des défaillances du système ont fait que pratiquement toutes les caméras de ce bloc ont cessé d'enregistrer des vidéos dès la fin du mois de juillet 2019, quelques semaines avant sa mort. Les caméras transmettaient des images en direct, mais ne les enregistraient tout pas. Autrement dit, l'enregistrement qui aurait pu montrer ce qui s'est passé cette nuit-là n'existe tout simplement pas. Deuxième fait, les gardes. Les 2 employés affectés à la surveillance cette nuit-là devaient vérifier la cellule d'Epstein toutes les 30 minutes.
Selon les documents, ils n'ont effectué aucune vérification entre environ 22h40 le 9 août et la découverte du corps le lendemain matin. Cela représente près de 8 heures. L'un d'eux, comme on l'a découvert plus tard, n'était pas un gardien régulier. Il avait été embauché pour un petit boulot et avait travaillé plusieurs quarts d'affilée. Les deux ont ensuite avoué avoir falsifié les registres de ronde. Ils ont inscrit des contrôles qu'ils n'avaient pas faits. Troisième fait, le codétenu. Après le premier incident, lorsqu'Epstein a été retrouvé avec des blessures au cou fin juillet, le service psychologique de la prison a publié une directive écrite. Epstein devait avoir un codétenu à tout moment. Cette directive a été envoyée à 70 employés. Le 9 août, la veille de sa mort, son codétenu a été transféré hors de la cellule. Aucun nouveau codétenu n'a été désigné, Epstein était resté seul. Les documents n'expliquent pas pourquoi l'ordre direct du service psychologique n'a pas été respecté. Quatrième fait, la silhouette orange. C'est l'une des dernières découvertes faites dans le dumping de janvier. Dans le journal d'observation des enregistrements vidéo préparés par les enquêteurs, il est noté qu'à environ 22h39 le 9 août, dans l'escalier menant à l'étage isolé où se trouvait la caméra d'Epstein, une silhouette orange, peut-être un détenu escorté à l'étage, a été aperçue. Les analystes du FBI ont décrit cela comme une image orange floue. Aucun des rapports officiels, ni celui du FBI, ni celui de l'inspecteur général, ne mentionne cette silhouette dans ses conclusions. Les gardiens n'ont pas été interrogés directement à ce sujet. L'un d'eux a déclaré ne pas se souvenir de la période entre 22h et minuit. Un autre a déclaré que monter seul un détenu à l'étage serait une violation du protocole. Une présentation interne de l'enquête a suggéré qu'il pourrait s'agir d'un des gardiens chargés de la distribution du linge. Mais la gardienne elle-même a déclaré lors de son interrogatoire « Je n'ai jamais distribué de linge, ce n'est pas mon travail ». Fait numéro 5, le dernier appel. Les documents indiquent que dans la soirée du 9 août, Epstein a passé un appel depuis un téléphone fixe qui n'était pas surveillé. Il a dit au gardien qu'il appelait sa mère. Sa mère était déjà décédée à ce moment-là. Sixième fait, le décompte des détenus. Le registre du quartier d'isolement spécial indique que le nombre de détenus dans le bloc est passé de 73 à 72 à un moment donné entre 22h et minuit. Les documents ne fournissent aucune explication à ce changement. Et enfin, le septième fait, le surplus de linge de lit. Après la mort d'Epstein, on a trouvé dans sa cellule un nombre excessif de draps, un matelas supplémentaire et un nœud coulant artisanal. Le protocole exigeait des fouilles régulières de la cellule. Si elles avaient été effectuées, le linge en excès aurait été découvert et confisqué. Mais les fouilles, tout comme les rondes, n'existaient apparemment que sur le papier. La position officielle de toutes les enquêtes menées par le FBI, l'inspecteur général et le médecin légiste de New York est sans équivoque, Epstein s'est suicidé. Le pathologiste a expliqué en détail pourquoi la nature des blessures correspondait à un suicide, et non à un étranglement violent. Il n'y avait aucune trace de lutte sous les ongles. Le corps ne présentait pas d'ecchymose indiquant une résistance. Je ne vais pas tirer de conclusion à votre place. Ce n'est pas mon travail consiste à vous présenter les faits. Et les faits sont les suivants. Dans l'une des prisons les plus sécurisées au monde, mais les caméras ont cessé de fonctionner, les deux gardiens se sont endormis, un codétenu a disparu, aucune fouille n'a été effectuée, une silhouette inexplicable est apparue dans l'escalier, et l'homme qui connaissait les noms que le monde entier tente désormais de déchiffrer sous les rectangles noirs a été retrouvé mort. Chacun peut évaluer par lui-même la probabilité que tout cela soit une coïncidence fortuite. Mais une chose est sûre, sa mort a privé des centaines de victimes de leur seule chance d'entendre le verdict de culpabilité dans la salle d'audience. Et ce n'est pas une théorie, c'est une conséquence, réelle, documentée, irréversible. Epstein est mort. Mais les 2,5 millions de pages concernant son réseau restent enfermées derrière un mur de rectangles noirs et de privilèges juridiques. Le 30 janvier 2026, le procureur général adjoint Todd Blanche s'est adressé aux journalistes et a prononcé une phrase qui devait mettre un point final à l'affaire. Il a déclaré que le ministère de la Justice avait rempli ses obligations légales, que 3,5 millions de pages avaient été publiées, que le travail était terminé, mais le point n'a pas fonctionné, il y a eu beaucoup de points de suspension. En effet, sur les 6 millions de pages identifiées comme potentiellement pertinentes pour l'affaire, le monde n'en a vu qu'un peu plus de la moitié. 2,5 millions de pages sont restées sous clé.
Le ministère de la Justice a justifié cette décision par la duplication des documents, la présence de pièces sans rapport avec l'affaire, le secret professionnel, les privilèges du processus délibératif et la nécessité de protéger les victimes. 200 000 pages ont été classées dans la catégorie privilégiée, c'est-à-dire fermées pour des raisons juridiques qui ne permettent pas leur divulgation. Le membre du Congrès, qui a été l'un des auteurs de la loi sur la transparence, a immédiatement remis en question ce fait. Il a déclaré que si le ministère de la Justice avait identifié 6 millions de pages potentiellement pertinentes et n'en publiait que 3,5 millions, cela soulevait des questions sur ce qui était caché dans le reste de l'ensemble. Il a également indiqué qu'il continuait à rechercher des documents spécifiques dans les fichiers publiés. Les procès-verbaux des interrogatoires des victimes préparés par les agents du FBI, les brouillons de l'acte d'accusation de 2007 et les fichiers provenant des ordinateurs d'Epstein. Et puis, un autre chiffre est apparu. Début février 2026, le ministère de la Justice a annoncé que le parquet du district sud de New York et le FBI avaient découvert plus d'1 million de documents supplémentaires potentiellement liés à l'affaire Epstein. 1 million de plus, en plus des 6 millions qui étaient déjà sur la table. Les avocats du ministère de la Justice ont déclaré qu'ils travaillaient 24 heures sur 24 pour les traiter. La question de savoir quand ils seront publiés, et s'ils le seront, reste sans réponse. Cependant, les fichiers publiés constituaient en eux-mêmes un casse-tête. Ils ont été publiés sans aucune systématique, sans ordre chronologique, sans regroupement thématique, sans contexte. La même présentation interne du DOJ sur l'affaire Epstein apparaissait 6 fois dans les archives, et chaque copie présentait un niveau de censure différent. Ce qui était masqué dans une version restait lisible dans une autre. Ce qui était visible dans la 3e disparaissait dans la 4e. Cela ne ressemble pas à un hasard. Cela ressemble à un chaos qui sert un objectif précis. Plus il y a de bruit, plus il est difficile de trouver le signal. La loi sur la transparence oblige le ministère de la Justice à fournir au Congrès un rapport détaillé sur toutes les modifications apportées et leur justification dans les 15 jours suivant la publication. Ce rapport doit inclure une liste non éditée de tous les fonctionnaires et des personnes dites politiquement importantes mentionnées dans les dossiers. La loi ne précise pas ce que signifie exactement « personne politiquement importante ». Et ce n'est probablement pas un hasard. Mais la conséquence la plus inattendue du dumping n'est pas venue de Washington, elle est venue d'Europe. Le 3 février 2026, le président lituanien a demandé aux forces de l'ordre d'ouvrir une enquête sur un éventuel trafic d'êtres humains. Cette demande fait suite à des publications dans les médias lituaniens qui ont découvert dans les fichiers d'Epstein les noms de plusieurs mannequins et personnalités du monde artistique lituanien. Le parquet lituanien a annoncé l'ouverture d'une enquête. Le 5 février, le président letton a pris une mesure similaire. Les médias publics lettons ont découvert dans les documents les données d'identité et les informations relatives au voyage de plusieurs femmes lettonnes. La police nationale lettonne a ouvert une enquête avec la participation du parquet et du bureau de lutte contre le crime organisé. Cela signifie que les dossiers Epstein ne concernent pas uniquement les États-Unis. Il s'agit d'un réseau mondial dont les fils s'étendent à travers les continents. Et lorsque ces archives de 3,5 millions de pages sont rendues publiques, chaque pays commence à y trouver ses propres noms, ses propres visages, ses propres squelettes. Et aux États-Unis, c'est le silence. Le procureur général adjoint a déclaré à l'antenne d'une des plus grandes chaînes de télévision que de nouvelles accusations étaient peu probables, que le ministère de la Justice avait examiné les dossiers et n'avait trouvé aucune raison de poursuivre quiconque, à l'exception des personnes déjà condamnées, que le monde entier pouvait désormais consulter ces documents et décider par lui-même s'ils étaient justifiés. 3,5 millions de pages, 2000 enregistrements vidéo, 190 000 images, et pas une seule nouvelle accusation, pas une seule arrestation, pas un seul procès. Pour le système, c'est une affaire classée. Pour ceux dont la vie a été détruite, c'est une plaie ouverte sur laquelle on vient de verser du sel. Quand j'ai commencé à bosser sur ce sujet, je pensais que les fichiers seraient le cœur de l'histoire. Les métadonnées, les révisions incomplètes, les codes base 64, la criminalistique PDF, tout ce qui fait l'essence même de l'archéologie numérique. Et oui, tout ça est important, tout ça fait partie de l'histoire. Mais plus je m'enfonçais dans mes recherches, plus je comprenais clairement que l'histoire principale ne se trouvait pas dans les dossiers. Elle se trouvait dans le silence entre les lignes, dans les pauses entre les faits,
Dans l'espace occupé par ces mêmes rectangles noirs, derrière chacun d'eux, il n'y a pas d'abstraction. Derrière chacun d'eux se cache soit une personne dont la vie a été détruite, soit une personne qui a détruit cette vie. Et le système, qui avait été créé pour séparer les premiers des seconds, a une fois de plus inversé les rôles. Il a effacé les noms de ceux qui devaient être cités. Et il a révélé les noms de ceux qu'il avait le devoir de protéger. Nous vivons à une époque où les données sont la nouvelle monnaie et où il est impossible d'effacer complètement toute trace numérique. Tôt ou tard, même les archives les mieux protégées finissent par être rendues publiques. Et dans le cas des fichiers d'Epstein, c'est sans aucun doute une bonne chose. Le monde mérite de connaître la vérité. Mais il y a une ironie amère dans le fait que la transparence soit arrivée trop tard. Epstein est mort. La plupart de ses complices présumés sont derrière les barreaux. La seule personne condamnée, à part lui-même, est Ghislaine Maxwell, qui purge une peine de 20 ans. Jean-Luc Brunel est mort, lui aussi retrouvé dans sa cellule, dans des circonstances qui soulèvent plus de questions qu'elles n'apportent de réponses. Et les victimes, celles pour lesquelles tout cela a été mis en place, voient leur nom rendu public et reçoivent des appels de journalistes. 2,5 millions de pages sont toujours sous clé. 1 million de nouveaux documents viennent d'être découverts. La Lituanie et la Lettonie ont ouvert des enquêtes. Les États-Unis, non. Peut-être que le temps nous le dira. Peut-être que dans 1 an, dans 5 ans, dans 10 ans, nous verrons ce qui est actuellement caché. Les archives numériques les sont patientes. Elles attendent, mais pour ceux dont la vie a été brisée par ce système, le temps n'est pas une notion abstraite. Ce sont des années passées dans l'ombre de ce qu'on leur a fait subir. Et chaque jour où les rectangles noirs restent en place, c'est un jour de plus où le système protège les mauvaises personnes. Je m'appelle Monsieur Dark Web et je ne mets pas de point final, parce que cette histoire n'est pas encore terminée.